Merci beaucoup pour cette inclusion qui était tardive. Je suis très heureux d'être là. Bon, je m'excuse, vu que le programme était en anglais, je ne savais pas s'il fallait présenter en anglais ou en français. Du coup, mes slides sont en anglais, mais je vais vous parler en français. Ouais. Donc, je vais vous parler de Harvest, qui est un outil pour la création et l'exploration de documents de collection de documents multimodaux qui est complètement compatible 3IF. Tout ça s'inscrit dans le cadre d'un ERC qui s'appelle Stage, qui est mené par Clarisse Bardio à l'Université Rennes 2, dont je vous parlerai peut-être plus en détail tout à l'heure, mais en fait, donc là, il y a toute l'équipe Stage, mais nous, en fait, on développe cet outil avec Clarisse depuis 2 ans environ. Et en interne et aussi avec des prestataires, une société de développement de logiciels libres qui s'appelle Tetralib à Grenoble. Donc, Harvest s'inscrit dans une tournante qu'il y a dans les humanités numériques en ce moment, qui est autour des collections multimodales. Donc, c'est Melvin Wevers et Thomas Smith, pour ceux qui connaissent, ils publient toutes les 2, 3 ans une nouvelle tournure dans les humanités numériques. Donc avant ça, c'était la tournure des images et l'année dernière, c'était la tournure multimodale. Et donc, que ce soit en termes des sources, donc des collections qu'on souhaite développer, donc des sources avec multimodaux, avec des formats images, vidéos, texte, voilà, ou même en termes de modèles et des méthodes. Donc, eux, ils parlent dans leur article beaucoup du modèle CLIP. Voilà. Et toute cette tournure multimodale amplifie des questions, des enjeux qui traversent les humanités numériques depuis un moment maintenant. Mais bon, avec ces questions-là, ils deviennent parfois encore plus présents. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut pivoter entre différents formats et différentes perspectives? Donc, on a parlé très légèrement de distant reading et close reading tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos sources seraient citables, seraient pérennes, seraient accessibles? Comment est-ce qu'on peut se servir de processus computationnels complexes sans perdre un lien avec la source, avec les documents? Et aussi, comment est-il possible, peut-il être possible d'annoter et de lier ensemble différentes sources et différents formats dans ce que Johanna Drucker appellerait une interface interprétative? Donc ça, c'est un peu le cadre théorique de notre recherche depuis 2 ans. Et le cadre, disons, les origines techniques, ça émerge d'un outil qui existe depuis 2015, que Clarisse Pardio a créé, avec Tetra Libre aussi, qui s'appelle MemoryCall, qui était un outil d'annotation vidéo. Donc ça émerge des arts de la scène où voilà, c'était dans la volonté d'étudier des processus créatifs qui sont par essence éphémères et intangibles. Donc, pour pouvoir étudier des traces de processus créatifs, on doit faire face à des collections multimodaux de traces différentes de ces processus. Et donc là, c'était un outil d'annotation vidéo où on pouvait venir agréger à la vidéo différents documents de différents formats. Sauf qu'on a constaté qu'il y avait 2 limites à Memory Call. La première étant qu'il y a forcément une perspective vidéo-centrée et une perspective aussi mono-documentaire. Où, voilà, il y a un document qui est le document source et puis on vient. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, dans les processus créatifs, la trace principale n'est pas toujours une vidéo. Et aussi, étant développé en 2015, les questions d'interopérabilité et de standards étaient pas autant à jour qu'aujourd'hui. Du coup, il n'y a pas de réel standard derrière Memory Call en termes d'interopérabilité et toutes ces choses-là. Du coup, voilà, moi, en fait, j'ai commencé un postdoc il y a 2 ans où l'idée, c'était de développer une nouvelle version de Memory Call avec ces questions en tête, qui est devenue complètement autre chose, du coup, qui s'appelle Harvest. Et donc, pour les questions d'interopérabilité, on s'est bien entendu appuyé sur 3IF,
J'imagine que j'ai pas besoin de faire l'éloge de 3IF dans ce contexte-là. Vous savez tout ce que c'est. Peut-être avec du coup la petite parenthèse que depuis 2020, il me semble, dans la version 3 de l'API de présentation, on peut prendre en charge maintenant les documents audiovisuels. Donc, bien entendu, ça c'était quelque chose de très important pour nous. Et donc, dans ce cadre technique, on a commencé le développement d'un prototype d'un outil qui maintenant s'appelle Harvest et qui va sortir dans les semaines à venir. Alors, Harvest, qu'est-ce que c'est? Et c'est là que je peux partager les petits dessins manuscrits dont je parlais à la pause. Faire ça, voilà, c'est le petit test que je fais. Donc, nous, on fait le parallèle avec le monde analogue, vraiment un espace de travail, un bureau virtuel. Voilà, un bureau de chercheurs sur lequel on va pouvoir venir travailler. Et l'idée, c'est que sur ce bureau, on va pouvoir réunir différents types de documents de différents formats, que ce soit des vidéos, des images, de l'audio, du texte. Voilà, on va pouvoir les réunir tous ensemble dans un même espace, les configurer, les distribuer différemment, les comparer entre eux et voilà. Collection multimodale sur notre bureau virtuel. Après, si on continue avec l'analogie du monde réel, on va vouloir prendre un surligneur et commencer à marquer des choses sur les documents, mettre en relief certains éléments et faire ce qu'on appelle en humanité numérique des annotations intra-documentaires. Et aussi, on va vouloir faire ce qu'on appelle des annotations interdocumentaires, donc commencer à relier des documents entre eux et relier des régions de documents entre eux. Voilà. On va vouloir aussi prendre notre ciseau et notre colle et commencer à décomposer les documents, à les coller ensemble, les recomposer. Et bien entendu, on va vouloir extraire des données de façon soit manuelle, soit computationnelle de ces documents, créer des visualisations à partir de ces données et pouvoir explorer ces visualisations dans un même espace que les sources. Donc, l'idée, c'est que les sources et les données restent dans le même espace et qu'on a les données qui se trouvent dans le contexte de leurs sources. Et donc, l'idée, c'est aussi que deux chercheurs vont vouloir faire différentes choses avec une même collection documentaire et même des mêmes traitement de ces données. Donc l'idée, c'est que on peut prendre ces projets-là, les reconfigurer, voilà. Donc bien entendu, il y a des fonctionnalités de travail alors collaboratif dans le sens où on peut partager nos projets, être éditeur, reader, admin sur un même projet. On n'a pas la collaboration en direct. C'est la dernière personne à avoir fait la modification qui sauvegardera le projet. Mais voilà, il y a cette idée de travail collaboratif. Et enfin, il y a l'idée d'enchaîner des configurations pour faire du storytelling et vraiment pouvoir rendre compte de chaque étape du processus de recherche et de pouvoir suivre les transformations qu'on fait aux documents, aux données dans le temps. Voilà. Et de pouvoir, bien entendu, partager tous ces artefacts qu'on est en train de créer, toutes ces configurations avec le monde de manière pérenne et citable. Donc, je vous montre quelques images. Donc là, c'était pendant le développement, ça commence à remonter maintenant, donc ça a changé quand même un petit peu. Donc, vous voyez que la base de l'interface de travail, c'est un fork de Mirador, donc je pourrais revenir là-dessus dans un instant. Mais là, donc, juste pour vous montrer que, du coup, la multimodalité, nous l'avons dans Mirador. Donc là, je rassemble des vidéos, des images, de l'audio dans une même interface. Et voilà, vous connaissez tous les différents modes d'affichage de Mirador. Voilà. Après, il y a toutes les fonctionnalités d'annotation. Donc là, on est sur des annotations manuelles. Où donc voilà, on a des annotations classiques simples, des commentaires textuels, des tags. Mais on va voir que voilà, pour les documents visuels, on va pouvoir donner une temporalité à une annotation.
qui va pouvoir contrôler le playback si on le veut ou si on le veut pas. Là, on a des annotations en overlay, donc voilà, on peut dessiner sur les documents. Voilà, bon, c'est des annotations de texte, de tests qui ne veulent pas vraiment dire grand-chose, mais voilà. Des choses un peu plus complexes. Vous avez, bon, là, on a une image, mais là aussi, on a des annotations qui peuvent faire le lien avec d'autres manifestes 3IF et donc qui peuvent rendre des visualisations interactibles. Et du coup, on peut commencer vraiment à avoir cette idée de réseau documentaire où on est en train de parcourir un ensemble de documents de manière non destructive, où on clique sur quelque chose, on est envoyé à un autre document, et puis on peut faire le lien à un autre document, et on peut vraiment parcourir ce réseau de cette manière-là. Et tout ça fonctionne avec un API donc qui nous permet, on est en train de constituer une bibliothèque de Jupyter Notebook pour faire différentes choses, mais l'idée c'est que ce soit très ouvert. Il y a un package Python qui sera disponible. Donc voilà, l'idée c'est qu'on peut vraiment faire autant d'interfaces qu'on veut et l'intégrer dans des processus plus complexes. Donc là, on a une, une analyse d'embedding d'image qui a été projetée par UMAP dans une espèce 3D, 2D, comme le fait Pixplot, si vous connaissez ça, voilà, qui est devenu interagible. On peut voilà, parcourir cette collection dans Harvest. Voilà. Donc, pour faire un peu le point sur comment ça existe, donc Harvest est un ensemble de différentes briques. L'idée, c'est que, en fait, bah, on essaie de s'intégrer autant qu'on peut avec la communauté 3IF. Tout notre code est open source et disponible. Les experts peuvent prendre les briques qu'il leur faut et les utiliser s'ils le veulent. Mais Harvest est un web app où il suffit d'avoir un adresse mail pour pouvoir créer un compte et commencer à créer des contenus en 3IF. Donc, on a une interface multi-utilisateur qui a été créée en Django avec un fork de Mirador, du coup, mais du coup, notre fork intègre la playback audiovisuel, voilà, et la lecture d'annotation audiovisuelle. Après, on a un nouveau plugin d'annotation image qui est à jour avec la dernière version de Mirador. Donc, normalement, il me semble que le plugin d'annotation image n'était pas encore à jour avec ça. Donc, voilà, si vous avez besoin de ça, c'est là. Et il y a un autre plugin pour les annotations audiovisuelles. Voilà. Et tout ça est pour l'instant hébergé chez Humanum sur une machine virtuelle. Donc, bon, on verra au fur et à mesure du succès ou pas du projet, comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, on peut offrir pas mal de stockage aux utilisateurs chez Humanum. Bon, étant basé sur 3IF, on peut aussi faire venir des documents d'ailleurs. À savoir aussi on a mis en place une instance de PeerTube pour les gros fichiers vidéo et audio. On a aussi la possibilité de créer des manifestes 3IF à partir de vidéos YouTube aussi. Voilà, c'est des petites. Je vais pas entrer dans tous les détails, mais voilà. Donc, tout est disponible aussi sur le Git et sur le site. Bon, on ne peut pas encore se connecter. Dans 2 semaines, je m'engage à peu près. Voilà, on fait les derniers tests. Bon, je vais pas, je sais que commence à faire faim là, donc je vais pas m'éterniser, mais juste pour vous parler très rapidement, tout ça s'insère quand même dans des projets de recherche. Donc nous, on est beaucoup dans les arts de la scène, la musique et voilà. Donc juste pour vous dire qu'il y a eu plusieurs cas d'études qui ont poussé le développement. Voilà, qui avaient tous différents aspects qui nous ont permis d'expérimenter différentes choses. Mais voilà, donc c'était très important pour nous d'ancrer le développement dans des vrais usages. Je vous reparle très rapidement de cet ERC Stage, From Stage to Data, qui a débuté il y a un an.
peu près. Donc, ça va être un outil très important pour le projet. Euh, voilà, je ne vais pas vous en parler plus parce que là, je vois que mes 15 minutes sont presque écoulées. Mais voilà, si vous voulez discuter de ça, on pourrait le faire après. Et donc, très rapidement, les next steps. Donc, version bêta 2024, bon, début 2025, donc quelques semaines, je vous le dis. Donc là, on a déjà identifié un ensemble d'utilisateurs qui sont très enthousiastes pour tester la plateforme et essayer. Donc voilà, ça va s'effectuer le premier quart de cette année. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Q1 comme un businessman de cette manière-là, mais bon, voilà. Et on va aussi faire le tour des conférences, des présentations, voilà, pour partager notre travail. On va aussi mettre en place un forum discours à partir de février. Voilà, on veut vraiment créer un endroit où les utilisateurs de cette appli vont pouvoir se connecter, discuter entre eux et que ces discussions restent d'une certaine manière pérennes et trouvables pour qu'il y ait une trace de tout ça. Voilà. Et les personnes puissent s'aider entre eux. Et nous allons développer, donc on a la chance en ce moment avec l'ERC de pouvoir embaucher plein de personnes. Donc ça, c'est pas mal. On va embaucher un développeur junior à partir de mars cette année, où la mission principale sera de maintenir Harvest et d'implémenter de nouvelles fonctionnalités. Euh, voilà. Merci beaucoup. Donc, le site est disponible. Il y a besoin d'un peu plus de travail aussi, mais voilà. Dans les semaines à venir, vous pourrez essayer la plateforme et voilà, si vous voulez me contacter, que ce soit, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc, une question, j'en vois pas. Est-ce qu'il y a des... On a le temps pour quelques questions dans la salle. Et- Vous avez pensé à faire des plugins Mirador plus officiels parce que là, c'est encore du Mirador, mais du coup, à contribuer activement à... Oui, oui, alors, donc, on a participé aux deux derniers confs. Bon, les conférences 3F. Mirador était pas là l'année dernière, malgré le fait que c'était aux États-Unis, mais du coup, on les a vus en vrai, comme on dit, il y a 2 ans, et on participe au call quand on peut. L'idée, donc, bon, comme vous avez vu, il y a plusieurs briques. Le, L'idéal pour nous, ce serait que cette fork de Mirador qui, lui, prend en charge que la lecture de contenu audiovisuel, ce soit à un moment maintenu, enfin intégré dans le main et maintenu par Mirador. En tout cas, quand on a présenté déjà ça il y a 2 ans, ils étaient ravis, mais ils étaient aussi en pleine mise à jour sur React, je sais plus quelle version, mais voilà, donc c'était pas trop à l'ordre du jour. Mais ça s'est fait et on s'est assuré que ce qu'on a fait est à jour avec leur main aussi. Donc voilà, normalement on retourne à Leeds cette année et puis on va être en contact avec eux. Donc nous on est tout à fait ouverts à ce type de collaboration. Voilà, faut voir de leur côté comment ils voudraient que ça se passe. Et voilà, après, les plugins aussi, bah, voilà, ils sont au courant de leur existence. Bon, les plugins ne sont pas intégrés dans le main de Mirador, donc voilà, on verra comment ça continue. Mais bon, en tout cas, ce serait bien. On va passer par les plugins. Oui, Oui, non, une question, du coup, est-ce que ce projet va s'accompagner ou s'accompagne déjà d'une production scientifique? D'une D'une production scientifique, manuscrite, d'un article? Ah oui, oui, alors il y a un article qui est accepté et qui va sortir dans les semaines, peut-être mois, dans le GDH, Journal of Digital Histories, où on parle du développement, effectivement. Et sinon, il y a eu
plusieurs communications en conférence à droite à gauche, mais pour un article, ce serait donc pas trop longtemps, j'espère. Mais bon, normalement, c'est dans les dernières étapes. Une petite question rapide, alors j'en profite. Euh, Pourquoi fait le choix d'un finalement, enfin, c'est peut-être lié pourquoi le serveur Django, à quoi est-ce que vraiment il sert? Euh, Pourquoi pas être passé complètement serverless aussi? Est-ce que vous avez considéré ce choix-là ou pas, ou ça n'a pas de sens? Non, bah, alors donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer déjà, bon, il y a un questionnement autour des choix de l'interface où on voudrait en fait que cet outil soit utilisable pour les personnes qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit, 3DF. C'est un peu le but. Donc là, vraiment, l'idée, c'était que on devait juste proposer une application web où on crée un compte et on peut commencer à utiliser sans se poser de questions. Donc Django, c'est cet environnement multi-utilisateur. C'est vrai que bon, l'option d'aller serverless, c'est vrai que du coup, on l'a pas trop envisagé. Voilà. Ok, très bien. Il y a d'autres questions? Merci pour cette belle présentation. Si je fais le lien avec celle de Thierry Posquet tout à l'heure, est-ce que vous envisagez d'importer des manifestes qui sont déjà annotés d'autres projets? Oui, Et dans ce cas, comment? oui, bah, normalement, si les annotations sont dans le manifeste aux normes 3IF, Non, mais pas seulement pour les présenter, pour les indexer. oui, pour les mettre sur le serveur d'annotation. Alors, je ne suis pas le développeur sur ce sujet-là, donc je ne sais pas exactement à quel point ça fonctionne ou pas. Mais normalement, quand on importe un manifeste 3IF avec des annotations dedans, ils peuvent être indexés sur le serveur Annotate que nous avons sous le capot, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il me semble que ça serait possible, mais bon, je ne suis pas complètement sûr sur ce point-là. Faudrait que je vérifie. Voilà. En tout cas, ça a été évoqué et normalement, c'est dans le cahier des charges. Donc voilà, c'est censé être possible. Oui. Juste, ouais, il y a un truc qui me vient du coup avec cette question. Ouais. Du coup, si vous stockez les annotations sur un note là, le reste, vous stockez ça comment? C'est des liens comme on a parlé tout à l'heure ou c'est stocké chez vous, genre les vidéos, les images? Alors oui, donc il y a un volume de stockage sur la machine virtuelle. Voilà, il y a une base de données aussi pour les données utilisateurs. Donc voilà, tout ça est stocké sur la machine virtuelle de chez Humanim. Sauf si on veut faire le lien avec des choses qui existent quelque part d'autre. Voilà. Donc, Mais de base, vous récupérez tout chez vous quand vous récupérez un manifeste en fait. bah, ça dépend. Ça dépend si on fait des changements à ce manifeste, si on fait juste le lien pour l'afficher dans la base de travail. Parce qu'en fait, bah, par exemple, pour les manifestes, il y a trois manières d'ajouter un manifeste à son espace, soit juste en faisant le lien vers un manifeste existant, soit en uploadant un manifeste de notre ordinateur, soit en le créant avec notre éditeur dedans. Donc voilà, quand on fait le lien, s'il n'y a pas de modification qui se fait au manifeste, ça reste. Ouais, c'est toujours là où c'est au départ. Ouais. Ouais. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.